Deuxième partie, en compagnie de Christian Jansac, dans le Gers. Voilà. Et avec l'élément feu aussi. Voilà. Ah oui, on n'en a pas parlé. L'élément du feu. Alors bon, je te raconte. Alors c'est toujours compliqué les témoignages parce que le temps passe, l'imagination peut se rajouter, Oui. on veut toujours essayer de faire comprendre un peu mieux, puis on risque de rajouter des petites choses qui finalement n'existaient pas au moment T où ça s'est passé. Donc j'essaye de rester le plus sobre possible et de toute façon le soir même j'ai écrit ce qui s'était passé. Mais en gros, je suis pas branché du tout elfe, lutin, farfadet. Je me dis bon ça va, le folklore, les légendes, ça va bien. Hein, t'as vu ma réaction avec le petit Albert, le grand Albert. Déjà je regarde ça un petit peu de loin. Et après la discussion que j'ai eu le plaisir d'avoir avec Daniel Aran, qui écrit des livres donc, sur les ovnis, les crop circles, etc., et qui associe ça aux êtres, le petit peuple, les êtres élémentaux, sur la route, à 30 cm à peu près de la route, traverse devant moi en voiture un truc comme ça, 15, 20, 30 cm. D'une façon linéaire, à la même vitesse, sans à-coups, tu vois pas vol d'oiseau avec effort, etc. Comme ça, devant la voiture, je me dis, oh là là, faut que je ralentisse, je vais le percuter. Et d'ailleurs, ça disparaît 2 secondes après, devant mon pare-choc. Et avec les phares qui éclairaient ce drôle de truc qui venait du champ à gauche, quoi. Oui. J'ai distingué, mais très rapidement, c'était 1 seconde et demie. J'ai distingué donc une certaine forme humaine, avec des ailes dans le dos, transparente, translucide, blafard, parce qu'encore une fois, c'était super éclairé par les phares. Et 30 mètres plus loin, j'ai arrêté la voiture en me disant, mais j'ai percuté une fée. Alors, j'arrête la voiture, je me dis, mais je suis complètement malade. Mais quand j'analyse ce que j'ai vu, j'ai du mal à le retransmettre, mais quand j'analyse ce que j'ai vu au bout de même pas 30 secondes, je comprends que ça ne peut pas être un oiseau, parce que j'aurais reconnu le vol même d'un petit moineau, etc. Ça ne pouvait pas être une branche d'arbre balayée par le vent, 3 feuilles ou je ne sais quoi, parce que ça aurait fait un drôle de parcours. C'était vraiment, mais clairement et calmement, je traverse la route comme si j'avais les ailes dans le dos et que j'avance, comme dans les dessins animés que tu vois les fées qui se promènent là, tranquillement. Et ça avait la forme humaine avec des ailes dans le dos, en tout cas quelque chose de sylphide, une fée quoi. J'ai fait demi-tour en me disant, zut, si j'ai percuté une fée, alors moi qui y croyais pas en plus, et si je l'écrase, là, j'ai cherché comme un idiot à 4 pattes en pleine nuit, quitte à me faire rouler dessus. J'ai rien trouvé, bien sûr. J'ai regardé mon pare-choc, j'ai rien trouvé non plus. J'ai rajouté un peu plus de détails pour le lendemain, parce qu'il s'est passé quelque chose le lendemain, mais ça, bon, on peut toujours associer des synchronicités, etc. Mais enfin, néanmoins, le lendemain, il s'est passé quelque chose de bizarre. Mais ça... Il vaut mieux lire le texte que j'ai écrit. Mais toi, tu me dirais que j'ai vu vraiment une fée et que j'espère elle a la possibilité de disparaître avant de se faire choquer par la voiture? Ou alors est-ce que c'est un insecte? Mais quel est l'insecte dans la région qui peut faire 20 cm et donner une forme un petit peu comme une fée, quoi? Mais ça peut peut-être exister avec des ailes comme ça. Quel est l'insecte qui pourrait... Non, mais ça se peut que tu aies vu une fée. Mais qu'est-ce que j'aurais pu voir d'autre? Tu aurais pu voir un oiseau, mais un oiseau, tu aurais distingué. Là, alors, moi, je suis sûr que c'est pas d'oiseau. Tu sais, les ailes d'oiseau, c'est pas pareil. Une vitesse rectiligne qui était précis. Un oiseau, ça fait ça. On va prendre un effraie. Un effraie, ça fait ça. Un effraie, c'est le plus gros, tout ça. Est-ce que ça pouvait... Alors moi, je ne voyais juste éventuellement la possibilité que ce soit un gros insecte, parce que ça faisait style insecte, translucide, un peu insecte, mais qu'est-ce que ça... Il y a des grosses mantes religieuses? Non, mais ça se peut que tu aies vu quelque chose de paranormal. C'est pas de paranormal, c'est quelque chose de naturel que tu as vu, c'est tout. Mais j'y crois pas 2 secondes à ce genre de fait. En plus de 10 ans, ça se compte sur les doigts de la main, les choses étranges que j'ai... Tu sais que j'ai un autre livre, je crois que je vais là-bas. Oui. Que je vais te le montrer d'ailleurs. Oui. Tu vas le chercher. Qui était très intéressant aussi. On est de suspense en suspense. Bon, du moment qu'on tape plus sur le Vatican et sur Jésus-Christ, ça m'arrange. Qui a été écrit. Oui. Que j'ai acheté il y a très longtemps.
C'est un livre tout noir, il n'y a rien marqué dessus. Et non, mais c'est parce que... Ah oui, il est très vieux, oui. C'est la parapsychologie. Pour tous? Oui, pour tous, de Raymond Réan. Ah oui. Tu connais? Oui. Bon, automatiquement. Et ça, c'est très intéressant. C'est un livre très, très intéressant parce que souvent, il a écrit des... Il a fait faire des recherches. Des recherches, il a fait faire des recueils de témoignages. Des témoignages et tout ça. Il avait créé une école où dans cette école-là, il avait que des élèves qui avaient justement des dons de paranormal. Donc, qui étaient capables de voir certaines choses. Par exemple, mettre on va prendre un caillou, un petit caillou comme ça, d'un menhir de Bretagne, on va dire. Oui. Dans un flacon. Un petit galet. Dans un flacon. Parce que le menhir, il est... Un petit truc, dans un flacon, on le referme. Ouais. Et il le donne à un élève. Et c'est là où il le donne à un élève. Et il lui demande qu'est-ce qu'il voit, parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a là. L'élève prend c'est dans un flacon opaque. Oui. On ne voit pas ce qu'il y a dedans. On ne voit pas. D'accord. Donc il prend le flacon et il lui demande qu'est-ce qu'il voit. Alors là, la personne comme il en est dedans, il arrive à rentrer dans le passé en fait. Il revient dans le passé. Ah, ça s'appelle de la psychométrie, ça. Mentalement. Et c'est là où il découvre, il se retrouve en fait en Bretagne, justement avec les druides, et là il découvre plein de choses. Donc c'est là où à un moment donné, j'avais lu, il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, on ne comprend pas, parce que c'est vrai que moi j'ai été souvent en Bretagne, et c'est vrai que les menhirs, oui. On se pose la question, on se dit, comment ils ont fait pour mettre ces menhirs? En fait, ça se rapproche un peu de l'Égypte. Comment ils ont fait pour mettre ces obélisques qui payent... Nous, la nôtre, à Paris, on a mis des mois. On a mis je ne sais pas combien de terre pour l'acquiller, et faramineux, alors on va en Bretagne, il y en a partout. Moi, je suis allé en Bretagne, j'en ai vu, ils font jusqu'à 300 tonnes. Bien sûr, bien sûr. C'est inimaginable. Donc, comment on peut arriver à mettre un menhir à vertical? Et la conclusion dans le livre? À un moment donné, justement, en fait, les druides, ils avaient le don, avaient la pensée de pouvoir faire de la lévitation, en fait, quelque part. Ah, de la télékinésie. Oui. On bouge les objets. Ils bougeaient les objets. Mais ils prenaient des morceaux de noisetier, je crois que c'est ça, des bouts de noisetier. Et grâce parce que c'est les noisetiers, ça a l'énergie, c'est l'énergie aussi. C'est pour ça que beaucoup de routeux, quand ils font de la recherche de radiesthésie, ils se servent pour faire du bois de noisetier. Noisetier pour faire une recherche, la baguette, pour faire une recherche pour trouver de l'eau, par exemple. Les énergies, en fait. Et bien, justement, on parle des énergies, et avec des morceaux en fait, le garçon, il voit des druides avec des morceaux de noisetier. Et en fait, ils se réunissent entre eux, et en touchant les noisetiers, ils mettent toute leur énergie, et en mettant toute cette énergie-là, ils arrivaient à faire lever le pierres. C'est-à-dire, c'était des baguettes magiques, des bouts de bois de noisetier en baguettes magiques, alors? Et puis, ils les mettaient tous ensemble? Non, ils se les mettaient l'un contre l'autre, et c'est grâce à ça, parce qu'eux, ils remettaient toute leur énergie là-dedans, et grâce à ça, ils arrivaient à lever le menhir. Eh ben, du tout. Et ça, c'est dans le livre de Raymond Réan. Oui. Et alors, on a essayé de refaire l'expérience? Il a fait plusieurs expériences, donc déjà... Il a réussi à bouger le même menhir? Non, mais je pense que... Ça marche plus. Après ça, c'est une des histoires. Après, il y en a d'autres. Notre élève, par exemple, sur Nazca, il avait récupéré les pierres aussi dans Nazca, qu'on l'avait mis dans un tube, et il lui avait demandé à un élève de Nazca, voir c'est les traces. Qu'est-ce que tu vois? Donc lui, il se transforme lui aussi, pareil, un autre élève. C'est pas le même, c'est un autre. Il est sur place et il voit autre chose. Et il a vu quoi, tu te souviens? Oui, c'est marqué là. C'était quoi? Encore des religieux là? Enfin, non, on rentre dans des extraterrestres? Dans les extraterrestres. Ah, bon. Voilà. On rentre dans les extraterrestres. En fait, lui, il voit des personnes qui sont avec des véhicules, qui viennent sur Terre, qui chargent des humains.
pour les faire travailler comme des esclaves, tout comme ça. Alors, oui. Parce qu'ils les voient en train de se faire fouetter, de se faire tabasser, les faire rentrer par force. Oui. Donc, qui repartaient, puis d'autres vaisseaux qui revenaient, qui relâchaient, qui étaient fatigués. Tout ça avec un petit bout de pierre de chez Nazca, c'est ça? Oui. Ouais. Donc, vous voyez, si je comprends, toutes les informations, déjà tu me disais que les informations sont partout avec les ondes, et y compris dans les pierres, donc tout est enregistré partout dans la moindre molécule, on peut tout savoir. Oui. Si le Vatican rendait l'appareil que M. Arniti, Père Arniti, avait inventé, parce qu'en fait le Vatican l'a démonté et l'a mis, l'a caché. Ça, c'est bien le Vatican, ça. Pour le Vatican, c'est pas intéressant que ça se dévoile. Vous vous rendez compte que si on arrive à récupérer toutes les ondes et à aller dans le passé, mais dans l'avenir, on ne peut pas, parce que les ondes ne sont pas encore créées. Pas encore créées, oui, il n'y a pas eu les connexions de fait, d'accord. Mais on peut aller dans le passé à la date qu'on veut et à l'endroit qu'on veut. Oui, qu'est-ce qui nous dit qu'en allant dans le passé avec cette machine, puisque tu en reparles, on est certain de tomber dans la vérité du passé, et que ça peut être un autre passé qui se crée. C'est pas qu'on se jette dans le passé, c'est qu'on le voit sur la télévision. Oui, mais ce qu'on voit à la télévision, est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment le vrai passé? Ça peut être aussi une fiction, à la télévision on voit plein de bêtises. Oui, mais cette machine peut peut-être créer des films au lieu de donner le passé. Peut créer des films, mais ça pose la question. Si toutes les informations sont partout, avec un engin pareil, on risque de mélanger toutes les informations et de créer autre chose, une autre histoire. Oui, mais à un moment donné... Donc c'est juste pour sauver Jésus-Christ de l'histoire. À un moment donné, on va se poser des questions. Oui, bien sûr, question. Ça arrive... Ma fée Christian. Voilà, bon, tout à fait. Alors, je dis ma fée. Bon... J'espère ne pas l'avoir percutée. J'espère qu'elle s'est volatilisée d'elle-même. Qu'est-ce que tu en penses alors? Mais oui, non, c'est ça, c'est ma question. C'est à toi. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, est-ce qu'il faut que je me soigne? Oui, ça se peut que ce soit une fée. Et moi, je dis, je vais pas dire le contraire, parce que je pense que ça se peut que dans la nature et dans notre système que nous avons là, que nous voyons tous les jours, que nous avons des lutins, des fées, parce que c'est pas impossible. Est-ce que tu as vu quelque chose de ce style-là, toi? Je le ressens. Tu ressens. Tu me parlais de que tu voyais... Quand je vais souvent dans les bois, surtout quand il y a des endroits où il y a des petites mares très typiques, tu sais, des petits torrents, tu sais, comme ça, qui se portent très bien à ce genre de situation. Oui. Tu sens quelque chose de présence. Il y a quelque chose. Une présence. De présence. Et je le ressens. Je le ressens très fort même. Et on sent même aussi que quand on se promène en forêt, très fort. On se ressource aussi. Voilà, après, on s'est piqué par les moustiques aussi. Nous sommes dans un système qui est très 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 important. Bon, après, il y a tellement de mystères que... Ah oui. Est-ce que tu as pu en déceler un? Parce que un des mystères que... Je te coupe la parole, excuse-moi. Mais non, vas-y. Un des mystères qui je trouve extraordinaire aussi, c'est la nature. Par exemple, un des mystères, j'avais fait une recherche, tu sais, par exemple, sur la pierre philosophale, on dira. Qui est importante aussi. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont cherché cette pierre philosophale. Ça veut dire que c'est un liquide qui arrive à guérir n'importe quelle personne ou à te faire prolonger la vie. Je vais pas dire... pas immortel. Pas immortel, te faire prolonger la vie. Ça veut dire qu'au lieu de mourir à 90 ou 80 ans, tu meurs à 120 ou 130 ans. Ça veut dire en bonne condition, bien sûr. Oui, voilà. En gardant la jeunesse. Voilà. Et là, moi j'ai lu beaucoup de livres là-dessus aussi, et c'est vrai que quelque part ça pose à la question. Et je me pose beaucoup la question parce qu'il parle toujours dans les secrets, donc surtout sur le truc de la nature. Donc en fait, tout ce qui est énergie qui est dans notre monde à nous, si on sait les regarder, et on peut arriver à beaucoup d'éléments. Donc pour faire la pierre philosophie, il nous faut de la rosée. Bon, la rosée. C'est le matin. La première fois, je me suis dit, la rosée, c'est normal. Sauf que, il y a une période de l'année, et c'est vrai, qui est entre le mois d'avril et le mois de mai, les rosées sont les plus puissantes. C'est-à-dire qu'elle a le plus d'énergie. Et en fait, c'est vrai, j'ai réfléchi, moi, en étant paysagiste, j'ai constaté qu'en fait, quand tu arrives au mois d'avril, et que tu as la végétation qui commence à se réveiller, et elle monte en puissance. Oui. Et j'ai remarqué que même s'il ne pleut pas du tout, il règne du doux, il ne pleut pas. Elle tient le coup grâce à la rosée.
tu vois les végétaux qui grossissent quand même, ils embellissent, alors qu'il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe, rien. J'ai dit, il y a un problème là. Et ça peut durer 2 mois. Mais tu vois toujours ces arbres qui sont les feuilles, les chênes, tout. Et là, je me suis dit, ça va être la rosée. C'est vrai que quand, le matin, tu as une rosée, que ce soit sur les voitures maintenant, parce que nous, autrefois, ils n'avaient pas les voitures. Ils récupéraient ça avec des torchons. Ils mettaient des torchons dehors, ils récupéraient. Alors moi, j'ai fait cette expérience. Donc j'ai récupéré la rosée je travaillais à la piscine, dans une piscine, et sur les bacs en plastique, tu sais, elles étaient remplies de rosée. Moi, avec un truc de voiture, là, tu sais, que tu mets sur le... Pour nettoyer le pare-brise. Pour nettoyer le pare-brise. J'ai raclé comme ça, et j'ai récupéré ça dans une bassine, et je l'ai mis dans une bouteille d'eau. Et tu l'as bu? Je l'ai bu un peu, oui, mais c'est vrai que ça donne une puissance terrible. Et tu sais que cette eau, je l'ai gardée pendant 5-6 ans, même plus, j'ai encore cette bouteille. Et mais l'eau, elle est toujours claire, elle est aussi claire que l'eau de roche. Claire et pure, d'accord. Oui. Elle ne bouge pas du tout. En fait, j'ai fait l'expérience avec une bouteille d'eau normale. Et là, c'est pas pareil. Comme ça. Ouais. Et là, elle devient verte. Elle devient toujours. Tandis que l'autre, elle est nickel. Et celle-là, elle est claire comme de l'eau de roche, alors qu'il y a 5 ans, elle est toujours dans la bouteille, et je ne l'ai jamais ouverte, ni fermée. Tu la regardes, elle est toujours claire. T'as pas trouvé la pierre philosophale pour autant? Non, mais ça te prouve quelque part qu'il y a une puissance quelque part. Donc quelque part, quand on regarde ces livres de la philosophie, sur la philosophie de la nature, et sur la pierre philosophale, on va dire sur l'hermétique. Oui. Sur l'hermétique. La chimie. Donc sur la chimie, donc ça veut dire que cette rosée fait partie. Sans cette rosée, on ne peut pas fabriquer cette... D'accord. Et c'est écrit moult fois dans beaucoup de livres ésotériques. Oui, donc voilà. Et pour aller ils ne le disent pas carrément. Mais moi, j'ai découvert ça, et je pense que sans ça, sans cet élément-là, tu ne peux pas la faire. D'accord, c'est déjà un élément important. Et pour aller dans ton sens, on est aussi dans du vin biodynamique. Et il y a tout un courant biodynamique où on s'occupe aussi des vignes en fonction de la force. Souvent, ça me fait rigoler parce que souvent, j'allais déjà dire à certaines personnes, ça me dit, mais tu veux que j'aille le matin me plonger dans l'herbe pour me foutre la tête dans la rosée. Pourquoi pas? Et j'ai fait, pourquoi pas? Et puis on parle de la lune aussi. Il faut aussi moissonner ou cultiver avec la lune. La lune. Bon, on va pas faire tout le total parce qu'il y a 36 livres. Je reviens encore un peu plus dans les hauteurs, dans les sphères. Qu'as-tu vécu, toi? Alors, la rosée, pof, c'est coché. Moi, je sais que c'est un bon plan, voilà. Qu'as-tu vécu d'extraordinaire au niveau fait? Donc, tu te promènes dans la forêt, tu vois un petit torrent, tu sens qu'il y a quelque chose, mais tu les as pas vus, tandis que moi, oui, Mais toi, tu les as vus, bon, oui. Mais je l'ai écrasé. Aïe. J'espère que non. T'as vu autre chose? Dragon, t'as pas vu? Non, mais je pense Est-ce que t'as vu des je fantômes? pense qu'il y a des gens que tu vois dans des esprits qui sont décédés? Décédés, peut-être, oui. Parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'ailleurs. C'est par rapport au regard que la personne, quand tu la croises comme ça ou qu'elle est assise, tu sens que c'est pas. Tu te demandes pour et normalement elle n'a pas à être là où tu le sens. Oui, d'accord. Et c'est au regard, quand tu regardes comme ça, il y a un regard qui te fixe comme ça, et même là, parce qu'en fait la personne elle a compris que je devine ce qu'elle est. Et là c'est le regard, c'est dans le regard là. Et dans le regard tu devines que c'est pas une véritable personne, que c'est un être décédé qui soit décédé, ou c'est quelqu'un qui va y passer, bizarre, qui est bizarre, ou un zombie. Ou un extraterrestre. Tu m'en dis. Là, tu ne dis pas clairement les choses. Là. Ça peut être un extraterrestre. Tu as vu des personnes bizarres? Après, c'est vrai que sur les extraterrestres, c'est assez compliqué. Moi, tu sais que dans notre société, quand tu vois quelque chose d'extraordinaire, à qui tu vas le dire? À personne, sauf sur élévation. Sauf à moi. Alors là, tu peux y aller. Ça m'est déjà arrivé, il y a très longtemps, quand on me promenant, parce qu'on a un bois là-bas, qui est caché carrément. Il y a un carré, tout ça, il est pris là. Un jour, j'étais dans le bois, et un vaisseau qui est arrivé, qui s'est posé. Et tu me dis ça maintenant, comme ça. Attends. J'étais comme un cigare. C'était à quelle heure? J'avais 40 ans. Il y avait 40 ans. C'était à quelle heure?
C'était le matin, c'était le soir? Non, c'était l'après-midi. En pleine journée? Ouais, oui. Tu sors du bois et tu vois sur le pré en face? Non, je suis dans le bois. Tu es dans le bois? Je suis en train de chercher on est au mois de septembre-octobre, de chercher champignons. Et à un moment donné... T'en as pas mangé un qui était hallucinogène, non? Tu sens qu'il n'y a plus de bruit. Ah oui, et tu n'entends plus de l'oiseau, tout ça. Tu le sens de suite. Et puis, à un moment donné... J'ai senti comme quelque chose qui faisait, tu vois, tout ça. Et c'est là où, à un moment donné, j'ai la curiosité de regarder un peu, et justement, parce que j'ai une vue, alors, sur le prix, qui carrément, tu peux pas le voir, c'est impossible. Parce que c'est entouré de bois, c'est un carré. Donc, tu es sur une hauteur, et effectivement, et là, après, ça s'est posé... c'est quoi exactement que tu as vu? Un cigare, comme un cigare. Hein. Mais oui, long, ça devait faire de 300 mètres, oui, de long, et 40 ou 50 mètres de large. Un truc inimaginable, oui. Mais de quelle couleur? Gris, c'était gris. Gris, avec des petits trucs qui clignotent ou pas du tout? Parce que généralement, non. Alors après, tu as des... Oui. Et qui faisait un petit de rien du tout, et le silence total aux alentours. Et il bougeait ou... ça se décolle, mais après, je ne l'ai pas vu, parce qu'en fait, il passait? Il monte comme ça, et à un moment donné, il disparaît, parce qu'en fait, il disparaît. Comme ça? Oui, parce que je pense qu'ils ont, d'après moi, d'après ce que j'ai vu, ils ont la faculté de pouvoir se immatérialiser, c'est ça? Dématérialiser. Voilà. Oui. C'est pas une grande vitesse de départ, c'est le pauvre, je disparais. Voilà. En fait, je pense qu'ils sont capables de se cacher. On les voit, ils y sont. Hein, je sais que une fois, ça va arriver aussi de regarder en l'air et de voir souvent des objets qui avancent et qui reculent. Les avions, ça ne fait pas ça. Non. C'est pas possible. Si tu es du côté de Tarbes, des endroits militaires, il peut y avoir des hélicoptères. Tu vois un truc qui est un peu comme ça, mais très petit, comme ça, et tu le vois, il avance comme ça, hop, il s'arrête, hop, il revient à reculons, comme ça. Ça ne peut pas être un satellite, là, ça ne peut pas être un avion, il y a un gros souci là. Un hélicoptère? Non, mais c'est trop, très haut. Un hélicoptère, ça ne peut pas faire ça et reculer en même temps. Faire ça et reculer en même temps, si? Si? Bon. Je ne pense pas. Enfin, mieux qu'un avion, en tout cas. Non, il y a des trucs comme ça. C'est pas un sous-marin, ça, on est sûr. Après, c'est vrai que si tu me mets dans la nuit, moi, des fois, dans la nuit, quand je sors... Moi, je trouvais ça drôle, l'histoire du sous-marin. Bon, j'ai l'avantage de voir aucune lumière dehors. J'ai clair de lune... Quoi? C'est l'avantage quand je sors dehors. Oui. D'avoir des clairs de lune extraordinaires, parce qu'il n'y a pas de lumière, moi. Donc. Non, tu n'as pas de pollution pas du tout de pollution, et j'ai l'avantage aussi d'avoir une nuit noire, claire, avec des étoiles extraordinaires, et là, il y a des nuits, je regarde le ciel, tout ça, et je me régale. Et tu vois beaucoup de choses qui sont très très bizarres. Oui, mais il y a beaucoup de satellites, d'étoiles filantes, on est d'accord. Au loin. Ah, oui. Et tu vois autre chose que ça? Je vois beaucoup parce que bon, les avions, ça clignote. Oui. Les satellites, on les voit. Oui. Mais des trucs qui bougent comme ça, et qui peuvent faire ça, et qui font ça, c'est pas le satellite quand même, non? Non, c'est louche. Non. Il n'y a pas de lumière. C'est très louche. Normalement, ça devrait avoir une lumière qui clignote. Donc, il n'y en a pas. Mais il y en a beaucoup comme ça que je vois dans la nuit. À t'écouter, il faudrait regarder on devrait regarder plus souvent le ciel. Mais comment ça se fait que ceux qui ont des télescopes ne voient pas ce genre de choses, parce que dans un télescope, tu es basé sur un endroit. Trop lointain. Tu n'es pas basé sur la voûte céleste. Voilà. Oui. La voûte céleste. Tu sais que c'est très étonnant ce que je vis grâce à toi, parce qu'il y a de ça 3 jours, avec Daniel Aran qui a écrit des livres là-dessus. Ça corrobore, c'est un peu les mêmes choses. Hein. Oui. Alors toi, tu le vis d'une façon abrupte, brute de décoffrage, mais c'est pareil, quoi. Et tu penses qu'éventuellement, parce que Daniel Aran en parle longtemps et souvent, tu te serais fait enlever par les extraterrestres, et que c'est peut-être ça qui te permet d'être rebouteux, guérisseur, avoir du magnétisme? Ça se peut. Je ne veux pas immiscer quoi que ce soit en toi, mais est-ce que tu... Non, il n'y a pas un souvenir qui pourrait ressortir, tu t'es pas fait enlever. Parce que ton cigare, là, il est quand même... Parce que mon magnétisme, mes dons, je les ai reçus, on me les a donnés, en fait. C'est le monsieur qui met le rebouteux... Avant de mourir? Le rebouteux que j'allais voir, qui me l'a donné, mais je ne le savais pas. Mais il te l'a dit? Et non,
Mais c'est sa femme qui me l'a dit. Et tu l'as compris. Parce que quand il est décédé, je me suis rendu compte, j'ai dit, il n'y a pas 50 euros bouteux que j'allais voir, il n'y a que lui qui peut me l'avoir donné. Et c'est monsieur. Et c'est sa femme. Un monsieur qui est du côté des Dracs, Respayès, monsieur Fios, il s'appelait. Et que je suis très reconnaissant d'ailleurs. Monsieur Fillon Fios. Fios, c'est pas le même, d'accord. Et en fait, quand il m'a donné ses dons, quand il me soignant, il me les a donnés. Et un jour. Sans te le dire. Sans me le dire, non. Sans me le dire. Ouais, il aurait pu prévenir. Non. Et un jour, je suis allé, j'allais parce que j'ai toujours gardé les contacts avec son fils, et qui travaillait après, on peut pas tout raconter. Non. Un jour, je suis allé manger chez eux et je leur ai dit, voilà, c'était pour la country parce que j'avais besoin de bois pour faire les bûcherons, tout comme ça. Donc, je leur avais demandé s'ils n'avaient pas du bois à me donner. Ils m'ont dit, pas de problème, viens te le chercher, et comme ça, tu es déjà là avec nous. Et alors, j'en ai profité pour dire, Madame Fillon, je pense que j'ai quelque chose à vous demander. Parce que j'ai plein de dons et de magnétisme, tout ça. Et je suis en train de demander si c'est pas votre mari qui va donner ces dons. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, mais je sais que c'est toi qui les as. Ah oui, transmission sympathique. Donc je ne m'étais pas trompé. D'accord, transmission sympathique. Donc voilà comment... Il aurait pu te le dire. J'aurais pu te le dire, mais enfin bon. Et oui, tu penses que... Alors attends, allons jusqu'au bout. Je t'écoute. Tu me dis qu'il t'a transmis son don, ses dons, en te soignant, sans te le dire. Ce n'est pas à sa mort qu'il s'est dit maintenant ces dons-là, je veux qu'ils partent pour Christian. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne pourrais pas savoir. D'accord. Faudrait... Parce qu'après t'avoir soigné, il avait toujours ses dons. Il continuait. Non, mais moi, je les ai eus que quand il est décédé, lui. C'est ça, oui. Et donc, il te les a transmis en avance, tout en gardant ses dons, et après, il a programmé le truc. Quand il est décédé, je me suis rendu compte que quand il est décédé, quand il était lui, il était décédé, et c'est les dons qui se sont révélés, mes dons se sont révélés. Comme ça, donc, t'es missionné. T'as pas le choix. Quelque part. T'as pas le choix. Quelque part, oui. Au début de la discussion, c'était à travers les livres, tu t'es formé toi-même et tu as appris des choses. Mais enfin, là, ces dons-là, on te les a transmis sans te demander ton avis. Non. Et on te demande de continuer de soigner et d'aider les autres. Mais moi... t'as pas le choix. Moi, j'ai pas le choix. Non, j'ai pas le choix. Puis je le fais gratuitement. Gratuitement, oui. Ah oui. Ah oui, je me déplace s'il faut, c'est pas un problème. Hein. Mais tu te rattends. Non. Je pense que quand tu donnes quand tu as un don comme ça, tu dois pas t'en enrichir. Je pense que tu dois enrichir les autres et on te l'a donné. C'est pour faire du bien aux autres et puis c'est tout. J'entends avec bonheur ce discours. Moi, je pense que je sais que je vais faire peut-être des gens qui vont pas trop aimer, mais moi je trouve que ceux qui font payer, ils n'ont pas le don comme je l'ai moi. Ça, c'est pas possible. D'accord. Bon, mais attention, Christian, beaucoup de personnes t'écoutent. Oui. Beaucoup de personnes vont plus ou moins bien. Et si on sait que c'est gratuit, tu vas crouler sous les appels. Il faut bien faire un tri. Oui. On est d'accord. Et demander de l'argent est un tri comme un autre. Oui, je suis d'accord. Mais bon, après, c'est toi qui décides ou non. Bon, oui, après, c'est vrai que tu peux pas. C'est difficile de dire à une personne qu'on ne peut pas te soigner. Non, mais tu peux voir, tu connais les personnes, donc tu sais si ça vaut le coup ou pas de les soigner. Après, moi, je souhaite que si on me le demande. Si on me le demande pas, je ne le fais pas. Bien sûr. Même si je sais que la personne est malade. Parce que c'est pas moi qui vais dire si tu as un problème, je vais te soigner. Non, faut demander. C'est à elle à me le demander. Mais ça, c'est comme les médecins en blouse blanche. Il y a un côté placebo. À partir du moment où on a décidé d'aller mieux en allant voir le médecin, on commence déjà à aller mieux sans même prendre le moindre médicament. Donc si on te demande d'aller mieux, déjà on s'auto-guérit. Après les gens, ils te donnent toujours quelque chose. Après, c'est leur bon vouloir. C'est pas un peu de politesse, ça peut politesse. aider. Bon voilà, quand je me déplace, je le fais pour plaisir. Bon, je vais pas faire toute la France à me déplacer. Tu fais des choses à distance ou pas? Non, par téléphone. Ça m'est arrivé, oui. Ça marche aussi. Oui, ça m'est arrivé par la photo, oui. Il faut t'envoyer une photo. Ça m'est déjà arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une dame qui est Zona, je crois. Elle était en Belgique à ce moment-là. Elle habitait Collioure. Collioure, dans le sud, dis donc.
Oui, mais elle était chez une amie m'a dit, est-ce que tu peux pas lui envoyer, la soigner à distance? J'ai fait, si, tu as qu'à m'envoyer la photo. Alors, elle m'a envoyé la photo maintenant c'est facile, avec le portable, après, elle me l'a envoyé, et moi, par rapport au portable, j'ai travaillé dessus. Un Zona sur quoi? Sur le cou? Dans le dos, je crois que j'avais. Mais tu t'enlèves le feu. Le soir, même, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, je te remercie, ça m'a fait l'effet, je sens presque plus rien. Cool. Et donc, et puis c'est parti dans les semaines qui sont arrivées. Ouais. Voilà. Ah bah dis donc, de Collioure, elle t'a envoyé une bouteille au moins? Non, quand je suis allé en Belgique, je suis justement allé chez sa copine et elle m'a dit, je dois te payer le restaurant. Ah. Parce que la dame m'a demandé de te payer le restaurant. Ma copine. C'est sympa. Donc voilà. Donc je suis allé au restaurant, j'ai mangé, j'ai bu, voilà, avec ma femme, qui était offert par cette dame, que je n'ai jamais vue. Non, mais que tu as que soigné. sur la photo. Oui. Est-ce qu'on touche pas un peu à... Alors c'est bénéfique, hein, bien d'accord, mais est-ce qu'on touche pas au système de la sorcellerie à distance, agir sur d'autres personnes, même si elles le demandent? La sorcellerie, là, on va y revenir un peu, ça c'est un paradoxe aussi. Là, on revient sur l'Inquisition, on revient sur la religion, on revient sur la papauté et tout ça. Il ne faut pas oublier que la sorcellerie, c'était un mot qui a été créé par les malfaisants par rapport aux gens qui étaient comme moi. Oui. Parce qu'il faut imaginer que si moi j'étais à cette époque-là, on m'aurait brûlé. Oui, on t'aurait brûlé, mais parce qu'il faut imaginer aussi qu'il y a d'autres personnes qui faisaient le mal grâce à ce genre de pratique. Mais on m'aurait brûlé parce qu'on aurait dit que j'étais un sorcier. Oui, mais parce que en fait, j'en étais pas. Je n'en suis pas. D'accord. Te fâche pas. En ancien rugbyman, te fâche pas. Mais tu comprends bien que aussi à cette période, et hélas encore maintenant, il y a pas mal de gens qui se font passer pour de vrais sorciers pour faire du mal aux autres. Oui, mais ça existe ça. Ça existe, oui. Mais là, et c'est la même pratique, c'est-à-dire à distance, on agit sur quelqu'un sans lui demander son avis. Oui, mais attention, il peut y avoir le retour de manivelle. J'espère bien, qu'il y a un retour de manivelle. Il y a toujours le retour. Tu comprends, ma question, est-ce que c'est pas de la sorcellerie? Est-ce que tu n'empêches pas finalement cette personne de souffrir de son zona parce que c'était prévu dans le plan divin? Oui. Si, non, je pense que... oui, c'est une très bonne question. Non, je pense que... c'est le zona, et le zona, il vient parce que tu as eu un problème de santé, oui. ça peut être une contrariété, ça peut être de la fatigue, oui. Ça peut être trop de... C'est le système immunitaire qui est... De travail, trop stressé, de stress, tout ça. Donc, à un moment donné, tout ça, ça sort en brûlure, comme une brûlure, en fait, quelque part. C'est une brûlure, hein, mais interne. Une inflammation. Donc, voilà. Et je pense que ça sort parce que c'est souvent sur un choc émotionnel ou parce que la personne a eu quelque chose qui l'a dérangé ou qui a fait... Voilà. Donc, dans la maladie, dans la souffrance, il ne faut pas voir un plan de Dieu. C'est optimiste, ça. Au contraire, le côté Dolorosa, oh là là, il faut souffrir pour gagner son paradis... Si on peut éviter. Hein. Je pense que Dieu nous aime suffisamment pour ne pas nous faire souffrir pour gagner le paradis. Donc tant mieux, toi tu agis finalement pour Dieu, pour qu'au contraire la souffrance soit oxy. Dieu, tu sais que avec tous les trucs qui se passent dans le monde, il y a des gens qui meurent, qui sont complètement innocents et qui n'ont rien demandé. Oui. Donc quelque part tu te demandes où est Dieu, quelque part. Oui, et alors tu as la réponse? Non. C'est pour ça que je pose la question. Et oui, parce que pour quelle raison des innocents qui n'ont rien demandé, que ce soit les enfants ou tout ça, pour quelle raison les créer pour les faire mourir après? Bonne question. Oui. Que la personne soit mauvaise et qu'elle soit châtiée et qu'elle soit punie, je suis d'accord. Mais que la personne qui est innocente et qui n'a rien demandé à personne, et que, qui meurt, tu sais pas pourquoi, pour quelle raison, pour bêtement des fois. Oui. Où est Dieu? Bien, eh bien, nous aurons la réponse dans la 3e partie. J'ai mon petit mot à dire là-dessus. Ouais. Rendez-vous dans la 3e et dernière partie, parce que sinon on n'est pas couché, puis je vais encore avoir des faits sur le chemin du retour, alors ou un gros cigare. Ouais. À tout de suite.